Vous voulez une réponse là-dessus? Ouais, Une réponse, une réflexion, une... c'est la question que vous. La question, C'est la moi, première question. ouais, bon, moi, je n'en sais rien. En tout cas, le monde n'existe pas pour moi. Euh, je suis à l'aise pour le dire parce qu'en tant qu'écrivain, j'utilise souvent la première personne du présent de l'indicatif, c'est-à-dire j'aime beaucoup m'exprimer en disant je. Mais quand j'ai affaire au public d'une manière un peu plus serrée, j'aime beaucoup préciser que derrière ce jeu, il n'y a pas un ego surdimensionné, n'est-ce pas? Alors, si vous posez une question comme ça, tout à fait hors cadre et par surprise, alors sous l'effet de surprise, je me dis, la première réponse, c'est que j'en sais rien. Et puis dans le deuxième temps de la réflexion, c'est de dire, c'est de dégager ma responsabilité. Hein. Le monde n'existe pas, existe pas pour moi. Et pourtant, comme disait Schopenhauer, le monde est ma représentation. N'est-ce pas? Le monde me fournit la seule preuve d'existence que je peux appréhender par mes sens. Comme enfant qui commence dans la vie, ben, je découvre le monde par mes sens. J'entends la voix de ma mère, j'entends les sons, je distingue peu à peu, couché dans ma bercelonnette ou dans ma poussette, les friselies de la mousseline ou de la marquisette de la chambre où on me retient provisoirement prisonnier. Et puis, si je vais me promener, je vois les feuillages agités par la brise ou par le vent. Donc, le monde entre dans ma connaissance et il est ma connaissance. Donc, il me fournit, par l'usage de mes sens, d'abord, puis de ma réflexion, parce que moi je ne dirais pas tellement je pense donc je dirais je suis, donc je sens, donc je découvre, donc je rassemble ces informations avec le mini-ordinateur dont on m'a doté à ma naissance, et puis je pense et je tire des conclusions et peu à peu je m'éduque au contact du monde. Bon, là, premièrement, vous, vous fournissez une réponse à votre question. C'est-à-dire vous posez une question en forme de réponse. Alors, vous avez le score, quoi, l'association des grands matchs là, entre le mal et le bien, qui passe un peu par Shakespeare, un peu par des gens, justement, comme Dostoïevski ou que d'autres personnes, ont déjà fait des reportages là, sur le match entre le mal et le bien. On trouve ça aussi un petit peu dans, dans le match Valais-Judée de Maurice Chapa, ou bien dans son Judas. Ça a beaucoup préoccupé les êtres humains, quoi, hein, le match entre le mal et le bien. Alors, je ne sais pas si on n'est pas encore en train de jouer les prolongations, hein, c'est possible. En tout cas, ce n'est pas 0-0, ça débute, il y en a eu de part et d'autre, hein, et il en pleut des buts. Mais peut-être que si on fait le compte, moi je refuse de voir tout en noir, et notamment quand j'ai affaire à la jeunesse, par exemple, j'évite un certain type de discours disant « Ah, c'est pas de mon temps qu'on aurait vu ça », etc. Parce que je trouve que c'est absolument dégueulasse que de boucher les avenues de l'avenir devant les jeunes, par exemple, en disant si vous dites « Ah, j'étais dans ce pays en telle année », etc. Si vous aviez eu connaissance de ce paradis, c'est là-bas que vous seriez né, vous seriez choisi d'autres parents. Hein, espèce de niaf, espèce d'idiot, au lieu de traîner dans cette gadoue, etc., de société pourrie. Non, moi j'éviterais. Alors, votre victoire qui est enregistrée, d'après vous, quoi, c'est un 4-0, très sec, non? Je sais pas. Moi, bon, j'en suis pas si sûr, hein, je suis pas tout à fait sûr. Pour moi, je pense qu'on devrait encore jouer quelques prolongations. On peut,
peut-être l'arbitre décidera du sort de la rencontre sur un coup de sifflet, si on n'arrive pas vraiment à se départager. Mais enfin, c'est un vaste débat que le combat du mal contre le bien. Mais donc le résultat final que vous avez, vous, en poche, moi ma vue, ben, je ne peux pas le lire comme ça, là, sur le tableau que vous me projetez. Hein. Mais je voudrais peut-être lui opposer une autre considération, c'est-à-dire que tout ça, ça se passe donc dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme de l'homme, n'est-ce pas? Mais l'homme me paraît vaste, l'homme ne me paraît pas un monolithe. Le manichéisme me paraît une crétinerie. Le combat du mal contre le bien, moi, je le vois dans le contexte, dans le tissu, dans le contexte de chaque discours et dans le tissu dont est cousu chaque individu, je vois le mal et le bien. Et peut-être dans chaque action, et peut-être dans chaque mot, si vous le retournez, hein, la crêpe des mots, eh ben, si vous la lancez un peu, ben, vous ne savez pas de quel côté elle va retomber. Et moi, le débat entre le mal et le bien, il est constant, il est universel et il n'est pas tranché. Ouais. Vous y avez déjà un petit peu répondu. Non, non. Est-ce que vous pouvez développer ça? Ouais. Que me veut-on? Ouais. Le bonheur, puisque c'est la recherche de chacun, quoi. Le bonheur, c'est qu'on veuille de vous ce que vous êtes le mieux à même de donner. Et parfois, vous vous faites un peu vieux en attendant ce genre on pourrait appeler ça comme une réussite, hein, c'est pas une consécration. Mais le jour, moi je me suis mis un petit peu dans cette perspective, dans cette optique, dans ce couloir des chances qu'on peut vous donner ou vous refuser, parce que je ne sais pas si j'ai senti ça d'instinct, mais que me veut-on? En tout cas, moi j'avais répondu dès le sortir du lycée, quoi. À peine avais-je eu mon bac sous le bras à 18 ans, que je me suis dit, mon petit vieux, parce que 18 ans, c'est vraiment le moment où il faut dépouiller le vieil homme, hein, parce que vous commencez à regarder les réalités en face. Alors, à ce moment-là, moi, je me suis dit, jamais tu n'offriras tes services à quelqu'un. Ta vie doit être l'exercice d'une liberté. Donc, tu vas te garder libre. Et puis, tu feras dans le respect assez généralisé des lois, des trucs, etc., etc. Mais quand il y aura les deux armées du mal et du bien qui s'affronteront pour voir laquelle va terrasser l'autre à coups de hallebarde ou bien à coups de missiles ou de fusées à tête nucléaire, eh bien, tu t'engages ni dans l'armée du mal, ni dans l'armée du bien. Toi, tu restes non pas comme un arbitre, mais tu sors par la petite porte du jardin, derrière. Tu restes libre. Alors, il y a une société organisée où on doit fonctionner de telle manière, où on doit grimpionner de telle manière, comme on dit en pays neuchâtelois, hein, pour arriver au premier rang en mettant le coude dans l'estomac des autres, etc. Il dit que ce jeu ne t'intéresse pas. De toute manière, comme au basket, j'étais plus grand que les autres, je suis d'une taille assez élevée, alors si je donne des coups de coude à mes voisins, ils ne les auront pas dans l'estomac, ils les auront dans la gueule, quoi. Alors c'est pas du jeu, c'est pas normal. Alors tu n'offriras tes services à personne, voilà. Donc tu resteras libre. Alors que me veut-on? Eh bien, quand on me téléphonera, pour me dire « venez travailler chez nous, venez collaborer à telle cause, etc. » Eh bien, toi, tu sauras ce qu'on te veut. On veut quelque chose que tu es capable de donner. Alors, j'ai été faire mes premières armes comme ça. Moi, chez les tziganes, j'étais libre, j'étais vagabond, j'ai crevé de faim, j'ai été soutier, j'ai été jardinier, j'ai fait la baleine, j'ai fait l'or. Ce qu'on me voulait, c'est quelque chose que je pouvais donner, c'était dans mes cordes. Alors, les situations injustes, qui sont la source de beaucoup de mécomptes,
ou d'incompréhension, c'est des situations où vous forcez la porte pour dire voilà ce que je veux. Mais non, il vaut mieux se mettre dans la situation de celui qui peut éventuellement avoir quelque chose à donner et puis chez qui on vient le chercher. Ai-je répondu? Je vous ai demandé un petit texte, vous l'avez ce petit texte Non, je n'ai pas de petit texte, c'est dommage d'ailleurs, mais on est dans une bibliothèque ici, alors on devrait pouvoir trouver. Hein. Alors ce passage concerne une scène vécue à Naples. Je suis vagabond et je suis témoin de cette scène. Je bagnaude, soudain des hurlements d'enfer, des cris à vous déchirer le tympan en culbutant les 7 osselets circonvoisins. Un homme à moitié nu jaillit d'une porte, s'affale sur la piazzetta, aussitôt couvert d'une ribambelle de mioches agglutinées. Et voici la veuve aux cheveux dénoués. Le sang coule abondant. Plus abondants sont les pleurs et délirantes les vociférations. De partout affluent les matrones, les aïeules, les vierges, les écolières. Voici qu'accourent les hommes. Les issues de la place sont bouchées avec un mortier de poupons, de perruches en cage, de plantes en pot, de balais en branle, de charrettes qui lèvent les bras au ciel, sur quoi se déverse l'originelle lamentation tragique gréco-latine. Ils me l'ont tué, assassiné complètement, le père modèle de mes 7 petites bouches à nourrir à la sueur de mon front. Le voilà au sol qui pousse l'un de ses tout derniers soupirs. Que ces étrangers s'écartent. Qu'ont-ils à voir avec mon affreuse misère qui commence en ce moment même où la fatalité me prive du soutien nécessaire à poursuivre dans la voie des douleurs? Les étrangers ressemblent assez à mes Belges nourriciers du premier jour. On les prend à témoin en prétendant les repousser, on leur barbouille les pieds de sang pour les empêcher de se salir, on leur peint les malheurs du quartier pour leur en éviter une description détaillée. On les retient dans l'enceinte refermée sur eux et on les presse de déguerpir illico en se cramponnant à leur basque. Allez-vous-en, un pareil spectacle n'est pas pour vous. L'homme que vous voyez là, le cœur se brise à le répéter, était un travailleur comme il y en a peu, un maçon que tout le monde venait consulter, question mur, façade, agencement, et même la peinture où il était passé maître. L'architecture, sans secret pour lui. Le bienfaiteur du quartier, protecteur des femmes, des enfants et des vieux. Et voici que son beau grand cœur, un jaloux le lui a percé d'un coup de lame fatidique. Ne regardez pas, mais tirez vos chapeaux et honorez-le. Pensez que personne ne va plus manger ici, ni les petits-enfants fréquenter commodément l'école. Fini, fini. Les jolies jeunes filles tremperont de larmes un pain taché par les souillures du vice et même de l'oisiveté. Pensez donc, lui qui donnait à satiété à chacun et chacune. Non, non, n'y pensez pas. Ne tendez pas ces 50 lires à la pauvre veuve. Les enterrements coûtent cher à Naples aujourd'hui. 200 lires et plus, 500 pour le cercueil. Notre bon curé est si compatissant, on ne l'aura pas pour rien. Comment? Bien sûr que nous pouvons changer des dollars. Les francs français aussi et les marques. Lui, le pauvret, étendu dans cette mare de sang sans un seul petit mouvement du moindre de ses membres, il nous aurait dit le cours d'échange exactement au taux du jour, sans se tromper d'un centime. Madame, merci. Monsieur, je vous comprends, vous ne voulez rien donner, c'est si naturel. On devine à quel point vous êtes courageux, bien que vous vous sentiez un peu seul en ce moment. Un coup de couteau au foie est si vite allongé qu'on ne sait jamais d'où il est venu. Et qui tenait le couteau? Bien, 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 je savais que vous étiez compréhensif et intelligent. Vous autres, écartez-vous. Laissez sortir ceux qui ont donné libre cours à une émotion spontanée. Oui, naturellement, les francs belges aussi. De jus